Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial débat du grand soir de ce mardi 19 novembre 2024. Ça y est, le Bénin s'est projeté depuis ce lundi 18 novembre 2024 dans le carré d'As qui doit disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc en 2025. Les Guépards du Bénin ont donc signé leur retour à cette CAN après 2 grandes absences, une qualification disputée après un nul face aux Chevaliers de la Méditerranée. C'était ce lundi, un nul acquis non sans peine, un match électrique. Attention, les Guépards ont pu en tout cas contenir les velléités et les assauts des Libyens jusqu'à la fin. Et c'est le sujet qui nous rassemble d'ailleurs ce soir sur ce plateau. Qualification des Guépards à la CAN Maroc 2025, défis, enjeux, implications, perspectives. Le plateau spécial de ce soir est constitué de Prosper Vodianko. Bonsoir Prosper. Bonsoir Théodule et bonsoir aux téléspectateurs de télé. Très bien. Je rappelle que Prosper Vodianko est rédacteur en chef adjoint à Cap FM, journaliste sportif surtout. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Et puis, à côté de moi, nous avons Iris Bégan. Iris, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir aux amis téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver avec Prosper, avec vous, pour décortiquer l'actualité sportive. Très bien. Merci Iris Bégan, rédacteur en chef du quotidien Kini Kini, journaliste sportif également. Et puis nous avons un troisième invité, Arnaud Akako. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Théodule, bonsoir téléspectateurs de télé. Très bien, merci d'être là. Arnaud Akako, journaliste sportif également, que vous connaissez très bien. Mais ce sont eux qui ont accepté de faire le débat avec nous. Tout de suite, la première question, Prosper Vodianko, vous avez suivi le match d'hier depuis le stade international de Tripoli, mais l'accouchement a été très difficile pour les Guépards. Ben oui, puisque on avait déjà raté le coche, on avait déjà arrêté la qualification avant la dernière journée. Tous les Béninois étaient focalisés sur le match d'hier. Toutes les attentions étaient sur le match d'hier. Heureusement pour nous et malheureusement pour l'équipe de la Libye, puisque la Libye devrait forcément gagner pour espérer quelque chose. C'est vrai que la situation était un peu compliquée pour la Libye du côté du Nigeria, mais toutes les équipes voudraient sortir par la grande porte, même si on devait être éliminé. On ferait plaisir à son public. Malheureusement, hier, pour cette équipe de la Libye, c'est pas arrivé. Donc c'est le Bénin qui a tiré son épingle du jeu, difficilement, parce que ce n'est jamais facile d'aller arracher sa qualification sur le terrain de l'adversaire du jour. C'est surtout ça. Et donc c'est fait, on va dire, les efforts ont payé. On aurait dû nous qualifier avant ce match face au Nigeria ou même en déplacement face au Rwanda. C'est pas arrivé, donc tous les matchs de football ne se ressemblent pas et la qualification peut venir à tout moment. Nous allons nous réjouir de l'avoir finalement eu hier, donc c'est le plus important. Iris Bégan, le match était pratiquement interdit au cardiaque. Le match était interdit au cardiaque parce que quand vous analysez un peu les comptes de ce match, cette équipe libyenne qui était pratiquement en dernière position se revoit en bol pour se qualifier avec sa victoire acquise du côté de Kigali, par une victoire soldée par 2-1. Et l'équipe béninoise qui a décroché un match nul contre le Nigeria, c'était tout bénéfique pour cette équipe libyenne qui accueille le dernier match. Et ils ont mis tous les moyens. Et n'oublions pas qu'ils étaient sous une sanction. Le Nigeria, qui était venu jouer avec eux, est reparti de l'aéroport parce qu'ils avaient délocalisé leur match du côté de Benghazi, voilà. Donc, avec ce nouveau ordre, ces Libyens se voyaient déjà mettre tous les moyens pour pouvoir se qualifier. Quand on accueille un dernier match à domicile et une victoire, si ça se soldait par une victoire, on se qualifie pour une CAN, forcément il faut mettre tous les moyens. Et les Libyens avaient en face une équipe des Guépards très forte au mental et
à la fin, on a vu, malgré les événements tumultueux qui se sont passés, les Guépards ont pu valider leur ticket pour Maroc 2025. Les événements, on aura le temps d'en parler. Arnaud Capo, nous avons vu que la Libye avait tout mis en œuvre pour, comme le diraient certains, André, peut-être saboter le moral des écureuils, la population mobilisée, etc., etc. C'était de gros moyens qui étaient mis en œuvre. Bien évidemment, je voudrais vous demander si vous étiez à leur place, qu'alliez-vous faire lorsque vous vous êtes relancé, lorsque à la 4e journée, pour un match à domicile que vous devrez accueillir, bon, pour des concours de circonstances, vous voyez arracher 3 points avec un goal average de -3. C'est vrai que vous avez occasionné que c'est arrivé comme ça et qu'à la 5e journée, par la force des choses ou par votre savoir-faire, vous arrivez à vous remettre en selle, puisque le match à Kigali, cette victoire de la Libye, c'est ce match-là qui a rebattu presque toutes les cartes. Les Libyens sont allés arracher une victoire du côté de Kigali, conjuguée avec un match nul du Bénin. Et là, ils se voient jouer une finale à domicile. Pour eux, c'est tout bénef. Il fallait capitaliser. Et c'est justement pour ça qu'ils ont mis, comme vous le dites, tous les moyens. Le public, on a vu un public chaud bouillant qui a commencé, même avant le match, chanter. Leur hymne et siffler l'hymne national béninois. Ce qui se fait presque partout. Pour des circonstances du genre, ce n'est pas encore un problème. C'est ce qui n'est pas conseillé. Ben, même si ce n'est pas conseillé, ce n'est pas admis, mais bon, écoutez, on met tout ce qu'il faut dans la balance pour pouvoir tirer le drap de son côté dans ces circonstances-là. Donc, lorsque vous êtes dans cette posture-là, eh bien, on ne lâche rien. Et donc, les Libyens ont cru à leur chance. Le public était là, poussé comme un 12e homme. J'imagine que ce match-là se jouait à Cotonou. Forcément, au stade, dans les rues de Cotonou, dans les rues aux alentours, tout serait déjà hostile aux Libyens, même si on n'irait pas à ces extrêmes-là. Donc, forcément, les Libyens ont mis tout dans la balance pour pouvoir emporter le gain de la partie. Très bien. Et cela dit, ce n'est pas pour la première fois que le Bénin va arracher sa qualification à l'extérieur. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2007 en Sierra Leone. Ça, c'était pour la qualification de Ghana 2008. Le Bénin était allé en Sierra Leone grâce au doublé au match au Mogo, arracher cette qualification. Il y a des circonstances qui plaidaient un tout petit peu en faveur du Bénin parce que le destin de la Libye était entre deux mains. Soit dans les mains du Bénin, soit dans les mains du Rwanda, en déplacement au Nigeria. Donc le Bénin avait plus de chance hier que l'équipe de la Libye parce que le Bénin avait 2 résultats possibles pendant que la Libye n'avait que la victoire pour espérer, en espérant d'ailleurs ce qui va se passer du côté du Nigeria. Donc il y avait plus de chance pour le Bénin hier que la Libye. Donc si on devait mesurer la pression, c'était plus la Libye qui avait la pression. C'est vrai qu'ils étaient à domicile. Ils ont rendu le match gratuit. Le stade, c'est plus de 40 000 places. Donc, c'était l'enfer de l'équipe du Bénin hier. Le stade a fait le plein et les Béninois ne pouvaient pas supporter ça. C'était presque à tous les coups. Heureusement, le mental était au top. On les a vus. C'est vrai qu'à un moment donné, on a voulu perdre le fil du match avec beaucoup de cartons qui pleuvaient sur l'équipe du Bénin. Ouais. Ils ont essayé de résister un peu. L'entraîneur également qui, pour moi, hier a fait preuve de beaucoup de patience parce que à sa place, dans un match comme ça, avec autant de cartons, il faut commencer par s'inquiéter. Est-ce que je ne vais pas changer mon équipe? Est-ce que je ne vais pas sortir X ou Y? Mais il avait pris tout son temps. Il avait trouvé la formule de se calmer. Oui, c'était un risque parce que moins de gestes, vous perdez un joueur et ça pouvait tout changer. Ce que nous retenons comme leçon de la campagne de façon générale, c'est que le Bénin a été résistant sur toute la ligne. Malgré qu'on perdait des chances de se qualifier, on avait le mental, on se relançait, on tenait encore. On a perdu 2 chances de qualification face au Rwanda, face au Nigeria. Donc on a perdu 2 chances, on a grillé 2-4 pratiquement, mais on a tenu sur le coup. Je pense que c'est un acquis à garder pour l'avenir. Il faut essayer de voir comment garder à l'avenir un discours aussi cohérent pour que
malgré qu'on ait, pendant le parcours, grillé des cartes, qu'on tienne encore. Qu'on tienne encore. Avant de retrouver Iris Guégan, Arnaud Arcapo, après ces 6 journées pour les éliminatoires, quelle lecture faites-vous de la prestation des Guépards sur l'ensemble de ces différentes journées à Abidjan comme ailleurs? Je vais faire une analyse peut-être en 3 étapes. Très rapidement. D'accord. Oui. Oui, il faut quand même dire qu'on a vu une équipe qui a mal commencé ces éliminatoires-là. Déjà une défaite contre le Nigeria. Après, elle s'est relancée et par la suite, on a essayé on a douté un peu. On a douté surtout sur le match contre le Rwanda. On se disait, bon, après le 3-0 du côté de Abidjan, on partait 4 jours après du côté de Kigali pour aller confirmer. Et là, ça a fait plus. Il y a eu ce petit couac-là. Et donc, ça a dû gamberger un peu dans la tête. Et ça a commencé par devenir une pression sur le Bénin. Le Bénin était obligé de sortir le grand jeu pour aller jusqu'à du côté de Tripoli pour ce match final là pour pouvoir se qualifier. Et donc je constate que le Bénin n'a pas bien amorcé. Après c'est relancé, il y a une rechute et cette résilience là, ce mental pour pouvoir composter ce ticket qualificatif pour Maroc 2025. Donc, lorsque vous voyez un peu ce qui s'est passé, on peut dire que le Bénin n'est pas encore cette grande nation qui est capable de pouvoir commencer quelque chose et de finir une bonne fois pour toutes sans se mettre pression. Sinon, ce qui s'est passé du côté de Tripoli hier, c'est que c'est le Bénin même qui s'est mis la pression toute seule. Il fallait finir. Le travail commençait à Abidjan. C'était en octobre, c'était le 13 ou le 14, si je ne m'abuse. Oui, il fallait 3-0 face au Rwanda. Ouais. Il fallait partir du côté de Kigali et faire un match nul. Ou bien tout faire pour montrer qu'on est grand. Allez gagner ce match-là simplement, comme la Libye l'a fait. La Libye allait là-bas gagner simplement. Donc il fallait partir du côté de Kigali, s'imposer pour montrer qu'on est un grand. Donc il s'est fait que bon, on n'est pas encore une grande nation. Et c'est justement pour ça que nous rêvons pour ça. Nous rêvons pas une grande nation. Oui. La Libye n'est pas allée gagner facilement au Rwanda. Le but est arrivé à la dernière minute. Ça veut dire que c'est un match difficile. Deuxième chose, le Bénin n'a jamais disputé une campagne éliminatoire et s'est qualifié largement avant la fin de la campagne. Je me rappelle, en 2008, vous avez rappelé la circonstance tout à l'heure. En 2010, c'était au stade Général Mathieu Kérékou. Ici, c'était le stade de l'Amitié de Cotonou, en son temps. Le but de Mohamed Aoudou dans les derniers instants face au Ghana, on se rappelle. En 2019, on s'est qualifié face au Togo au stade de Kourounou ici avec un but de Steve Mounier. On a fait 2-1 face au Togo. On devait gagner ce match pour être qualifié. Donc, c'est presque de l'habitude du Bénin. Je ne sais pas si c'est comme ça, ils font et ça leur sourit. Je ne sais pas s'il faut se mettre la pression pour se tirer d'affaire. Le Bénin n'est jamais qualifié à une CAN à 2 jours de la fin de la campagne où on est totalement sorti de la pression. On joue le dernier match avec je ne sais pas, tout le plaisir possible. Donc, c'est peut-être notre habitude. C'est peut-être comme ça que la chance nous sourit, même si on va pas applaudir cela. Mais on est allé à 4 CAN. On est qualifié à la dernière journée sur 3. Je n'ai plus les chiffres de 2004, mais on s'est qualifié en 2008 à la dernière journée. On s'est qualifié en 2010 à la dernière journée. On s'est qualifié en 2019 à la dernière journée. Donc, c'est peut-être dans la pression qu'on se sent à l'aise. C'est pas un souhait. On va pas demander ça à une équipe parce que tout un pays avait le cœur en main hier. On va pas demander ça. Mais si c'est comme ça que ça va arriver, si ce n'est que comme ça que la chance va nous sourire pour avoir le ticket, si c'est dans la pression qu'on s'en sort, bon débarras. Oui, Iris, alors nous allons permettre à Iris. Oui. Sens que Prosper. Arnaud a semblé minimiser un peu les autres équipes parce que c'est un groupe où toutes les équipes veulent jouer pour valider leur ticket. Donc il n'est pas dit de go que le Bénin ira à Kigali pour gagner. Et aucun match n'a été c'est interviewé les techniciens, ils vous diront que 2 matchs se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Donc les autres aussi ont des atouts à faire valoir pour pouvoir renverser la tendance. Vous parlez de leçons qu'on peut tirer. Oui, la lecture du point de vue technique, je vois le jeu que nos Guépards produisent à chaque pour cette campagne, j'ai vu une équipe moyenne.
lorsqu'on va prendre les chiffres, le Bénin a joué 6 matchs pour 2 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. En termes de buts marqués, le Bénin a marqué 7 buts. Et on a 7 buts encaissé encaissés. ouais. Donc vous voyez que l'équipe... 7 buts marqués, 7 encaissés. 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc une équipe moyenne. Et ça peut s'expliquer. Lorsque Guéned Roth était confirmé le 14 février 2023, il disait que l'objectif à court terme n'est pas de qualifier le Bénin pour la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, mais de travailler et de rajeunir l'équipe. Et nous avions vu. Il a ajouté la qualification à la Coupe du Monde. C'est pas encore impossible. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure à la place de l'Amazon. C'était un projet. Voilà. C'était un projet. Ouais. Mais nous avons vu effectivement que Guéned Roth a rajeuni l'équipe. La dernière liste concoctée par Moussa Latundi avant son arrivée, on voyait des joueurs, des tauliers comme Saturnin Aladmé, Khaled Adenon, Antibozo, des joueurs qui venaient, mais aujourd'hui, quand vous prenez... un jeune... Antibozo. Non, j'ai pris la liste. C'est plutôt une étoile J'ai pris la dernière liste de Moussa Latundi. Aujourd'hui, quand vous regardez la liste, effectivement, Guéned Roth a eu ce courage de rajeunir l'équipe. Aujourd'hui, vous aviez Danjinou qui rassure. Vous avez le joueur d'asphalte Sakaba, qui n'est plus rappelé. Vous avez de l'autre côté Moumouni. C'est pas un courage, il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix. Pas d'appeler Stéphane Sessegnon, ne lui demandez pas d'appeler. Et quand vous regardez aujourd'hui au milieu, ce qu'il a fait, c'est un effort de salut. Je loue tout le travail qu'il a eu à faire. Mais la nature s'est imposée. La nature s'est imposée à lui. Et il était obligé de rajeunir pour rajeunir. Laissez Jordan Adeoti. Et aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui le milieu, Imran Hassan, un joueur local qui joue du côté de l'Autopopo. Ceci dit, Iris, est-ce que techniquement, c'était bien? C'est bien. On avait... Du point de vue fond de jeu, du point de vue tactique. Non, fond du jeu, non. En fait, c'est de tout. Non, c'est pas encore ça. Pourquoi on est plus oui, c'est pas encore ça. Mais on sent la patte qui est notre rôle sur l'équipe. On sent une équipe qui a un mental. N'oubliez pas, la dernière campagne, le Bénin a été éliminé à Maputo. Je pense que c'est le 9 septembre. Le 9 septembre 2023, où le Bénin devait gagner et le Bénin nous a battu 2-3. Et 3-2. Et on a toujours chanté ici que l'état d'esprit de notre équipe est encore mille figues, mille raisins, parce qu'on ne voyait pas une équipe conquérante qui pouvait conserver les scores jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'équipe des Guépards, on sent que Guéned Roth, les joueurs sont en confiance et on sent une solidarité. Hier, à Tripoli, vous voyez des joueurs qui se tapent les mains. Des joueurs qui se tapent les mains, en signe d'encouragement. Oui, voilà. Donc, on sent une solidarité. Et puis quand vous parlez de conservation de score, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a perdu. Le nul face au Nigeria, c'était à la dernière minute. Ce qui s'est passé face au Rwanda, c'était donc sur le plan de conservation de score. Rassurez-vous, rien n'a changé encore. Mais je ne dis pas que l'équipe n'a pas progressé. Ça, si vous devez faire un bilan de cette campagne, reconnaissons que le Bénin a vraiment progressé dans le jeu. Dans un passé un peu récent, il nous manquait cette philosophie, cette identité footballistique où quand le Bénin joue, on se demande mais c'est quelle tactique qui est à la place de quoi? À un moment donné, on ne savait pas quel était le jeu du Bénin, quelle était la tactique du Bénin, quel était le système du Bénin. Mais depuis un temps, ça s'est corrigé. Et quand le Bénin joue, on sait qui à quelle place et quels sont les efforts qui se... Voilà, donc il y a eu du progrès. Même pas encore. Arnaud, s'il vous plaît, nous allons évoluer dans le débat parce que là, c'est vrai, le fond, on parle du fond de jeu produit par les Guépards parce que là, maintenant, c'est la qualification. C'est un autre niveau du football qu'on aura affronté d'ici décembre. On a du temps pour préparer tout ça. Mais parlons des défis. Et qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les défis à relever par d'abord les joueurs de façon individuelle et par l'équipe technique, à commencer par l'entraîneur principal? Parlons des défis. Il faut déjà asseoir un fond de jeu pour l'équipe. Parce que c'est vrai, on a commencé par dire que nous n'avons pas ce qu'il faut. Le Bénin reste une équipe moyenne ou une nation moyenne
sinon je dirais même pas encore sur le plan footballistique. Et donc, forcément, il faut asseoir une équipe qui peut aller faire quelque chose, avec une bonne identité de jeu. Le Bénin, contrairement à ce que disaient mes confrères, au temps de Dussier, avait une identité de jeu. Lorsque tu joues le Bénin, tu sais que... Jusqu'à la CAN en 2010. Ah ouais, on va aligner, on va garer les deux bûches. On va garer les deux bûches. Ouais. Et donc, toi-même, tu sais que pour aller marquer contre le Bénin, bon, tu vas essayer, tu vas jouer, tu vas déverrouiller 2 cadenas. Aujourd'hui, avec Guéno 3, on joue beaucoup plus offensivement, quitte à se faire prendre des buts. Et c'est ce qui s'est passé contre le Nigeria, les 3-0 qu'on a pris. C'est ce qui s'est passé contre le Rwanda, lorsqu'on a mis un but, derrière, lorsque le Rwanda a commencé par asseoir son jeu et a commencé par mettre la pression. Ouais, oui, on a cédé à 2 reprises. Lorsque la Libye, hier, il a fallu que, concours de circonstances, pour qu'on n'encaisse pas, pour qu'on ne dise pas attention. Le Nigeria, lorsque le Nigeria a mis la pression, Osimhen a fini par marquer. Et donc, c'est pour dire que aujourd'hui, on n'a pas encore une identité claire de jeu avec Guéno 3. Il va falloir qu'on mette ça en place pour savoir ce qu'on fait. Il va falloir que l'équipe soit beaucoup plus renforcée, vous voulez dire? Alors, si c'est renforcé, je ne sais pas ce qu'il faut aller inventer des joueurs parce qu'on sait, on connaît ce qu'on représente sur l'échiquier du football. Je ne sais pas s'il y a encore de joueurs. Il doit en avoir. C'est pas aujourd'hui qu'il faut les faire pour qu'ils jouent en 2025. Les rares, c'est Sébé Soukou qui, avec quelques difficultés avec Guéno 3, ça va se régler. On l'espère bien. Bon, en dehors de Sébé Soukou, il y a un comité composé de Diafo, Tchomogo et qui déjà pour chercher des binationaux. Je ne sais pas quand ils viendront pour venir étoffer, renforcer cette équipe pour créer une cohésion. Donc il va falloir que l'équipe qui est là soit beaucoup plus cohérente, qu'on travaille. Et les journées FIFA, il sait qu'aujourd'hui c'est déjà un acquis. Le Bénin va jouer et les journées FIFA ou bien peut-être ces journées FIFA vont devenir des matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc on aura ce temps-là. Il va falloir que Guéno 3, parce qu'il est toujours là, commence par chercher son équipe, commence par étoffer, commence par donner de la chance à ces jeunes également qui sont là, si c'est au bout de 5 minutes, pour voir de quoi ils seront capables. Maintenant, on sait qu'une phase finale de CAN est toujours différente des éliminatoires parce que pour la CAN, il y aura peut-être 3 semaines de préparation pour asseoir une équipe. On a vu Michel Duchier, lorsqu'on allait en 2019, on se disait qu'est-ce qu'on allait faire. Mais on a vu qu'à cette CAN-là, oui, l'équipe a dû faire quelque chose, titiller le Ghana 2-2. On était également jusqu'à aller à la CAN avec notre niveau moyen, mais on a essayé de faire quelque chose avec une identité défensive pour aller. Donc, il va falloir qu'on trouve le juste milieu avant 2025. Un instant, s'il vous plaît. Je ne pas perturber votre planning. Sinon, le débat d'identité de jeu, ça va pas, le temps ne va pas suffire pour le faire. Non, les arguments de Arnaud. Vous aurez le temps de réagir. Allez-y. Nous allons écouter Iris. Moi, je suis étonné que Arnaud parle d'identité de jeu mise en place par Michel Duchier. C'est sa compréhension. Quand on parle d'identité, c'est une philosophie, c'est une réflexion pensée par une direction technique nationale avec les spécialistes qui courent des cadets jusqu'à l'équipe senior. Et on dit qu'aujourd'hui, notre pays, nos équipes nationales jouent de telle manière depuis les cadets, depuis les juniors, et ça transparaît au niveau de la sélection nationale. Je suis d'accord que Michel Duchier a choisi un schéma tactique. Mais jusqu'à aller parler d'identité de jeu, donc je pense que Arnaud, aujourd'hui, alors, qu'est-ce que avant que je n'embraye. Non, Michel Duchier a mis en place, un schéma tactique où même la presse sportive a tiré à boulet rouge sur les pour dire, maintenant là, on vient au stade
pour regarder du beau jeu. Rien ne sert à une équipe de rester derrière, ne pas jouer et compter sur des éclairs lumière de Stéphane Sessegnon pour pouvoir mettre On va le la but. chaise avec ce qu'on a comme outil, comme moyen, comme Iris, arme. Voilà, Iris, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est depuis jusqu'après le match, en dehors de tout ce qui est comme chaufferie, agression, on aura le temps de parler, tout ça, c'est là que le plus dur commence. Les défis, préparer l'équipe. Est-ce que l'effectif dont dispose Gernot Rohr aujourd'hui suffit pour aller à la CAN ou est-ce qu'il faut aller détecter de nouveau? C'est vrai que Arnaud l'a évoqué de façon avec beaucoup d'optimisme. Nous avons fini à cette époque de paléolithique, je parle de 2004, où on est allé chercher des joueurs qui étaient gardiens de but et qui étaient gardiens de boîte de nuit, où on cherchait des joueurs sur le net. Il faut maintenant donner la chance à ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont travaillé, bon non, l'équipe qui est l'ossature présente, qui est là, qui a qualifié le Bénin, il faut leur donner la chance. Et si éventuellement, on veut faire appel à des binationaux, on veut faire appel à des joueurs étrangers qui jouent dans les championnats européens, il faut s'assurer qu'ils sont réellement des renforts, qui jouent effectivement dans le club. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé l'appel de Gernot Rohr, on les a appelés, ils ont dit clairement qu'ils ne sont pas prêts maintenant pour jouer pour le Bénin. Et une CAN qui constitue une vitrine, laissez nos jeunes joueurs jouer, on va les faire appel pour bloquer ceux qui ont travaillé maintenant pour cette qualification. Je pense que ce n'est pas bien. Il faut laisser l'ossature mûrir, livrer des matchs amicaux. Et je pense qu'au Maroc, où on a marqué notre premier but d'une phase finale à la CAN, le Bénin a son mot à dire. C'était en 2004 en Tunisie. Hein? Aller en quart de finale. Ou bien Moussa a remarqué. C'était en 2004 en Tunisie. Oui, Prosper, est-ce que vous avez la même question? Il faut étoffer l'équipe. Parce que nous avons remarqué que nous n'avons pas un agresseur. Quelqu'un en dehors de Steve Mounier qui, contrairement à ce qu'on avait vu les années passées avec la présence de Razak comme auteur aussi, on ne va pas chercher non, on ne va pas chercher un agresseur. On travaille à avoir un agresseur. Qui pourrait créer le danger dans le cadre. On ne va pas le chercher quelque part parce que ça n'existe nulle part. On travaille à l'avoir dans son groupe. Et si vous parlez des défis, moi je peux vous dire que là où nous sommes actuellement, on a un vivier, on a un visage de l'équipe nationale aujourd'hui où un technicien ne va plus se casser trop la tête pour avoir 20 joueurs, 21, 22, 23, 25 joueurs actuellement. Ça va être difficile pour un entraîneur, très facile, j'allais dire, pour un entraîneur aujourd'hui de convoquer une équipe du Bénin. Et c'est un acquis. Donc si on doit travailler, si on doit relever des défis actuellement, c'est de travailler en sorte à ce que ce visage puisse demeurer. L'ossature, ce sont des bouts de code que nous tenons déjà, c'est-à-dire nous avons déjà, le Bénin aujourd'hui peut être fier d'avoir un vivier où on peut se permettre d'appeler 25 joueurs sans souffrir, c'est-à-dire sans appeler pour appeler, sans faire une liste et remplir les cases, toutes les cases pour avoir... Aujourd'hui, le Bénin peut le faire. Donc, le premier défi, c'est de travailler cette liste. Quand vous parliez tout à l'heure de Cannes, où certains ont dit non, il ne faut pas aller chercher, il faut garder la même ossature, le football ne vous donne pas la chance de garder ceux qui ont fait une campagne avec vous tout le temps. Le football ne vous donne pas cette chance tout le temps parce que vous avez des blessures, vous avez des méformes, vous avez des circonstances qui peuvent vous empêcher, qui peuvent vous bloquer dans la conservation d'un visage de votre effectif. Un joueur peut se blesser à quelques jours de la CAN, un joueur peut avoir un souci de santé, comme un joueur peut perdre la forme avant que la compétition n'arrive. Vous savez que les joueurs qui évoluent dans les clubs, il y a des soucis qui peuvent arriver à tout moment. Donc, le défi actuel, c'est de travailler à conserver l'équipe actuelle, quitte à continuer à chercher des perles rares qui vont venir peut-être étoffer le groupe, pas forcément à l'extérieur. Les perles rares peuvent sortir de chez nous ici. Oui, dans notre championnat. Bien sûr, comme on en a vu. Ouais. Dodo Doku est parti d'ici. Imran Hassan est parti d'ici, Romaric Amoussou est parti d'ici, plein, ils sont partis d'ici. Donc, ça veut dire que la valeur peut sortir d'ici. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler à avoir des regroupements périodiques, c'est de travailler à conserver le groupe, à suivre de très près nos joueurs partout où ils sont, à avoir leurs nouvelles, leur actualité, être en contact avec le club pour savoir si tout va bien à tout moment, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. On ne va pas se mettre aujourd'hui
a dit on va aller détecter une pelle rare quelque part, où est la meilleure forme quelque part, où est la meilleure attaque à aller trouver. Ce n'est pas le cas. Il faut travailler nos joueurs actuels psychologiquement, parce que le sport, dans sa globalité, c'est la psychologie, c'est le mental avant même le jeu à proprement dit. Donc, nos psychologues doivent se mettre au travail. Nos préparateurs physiques doivent prendre régulièrement les nouvelles des joueurs où qu'ils se trouvent. Et si vous parlez aussi de défis, le gouvernement a déjà suffisamment fait. Oui. Le gouvernement doit continuer à faire. Et a promis continuer à le faire. Voilà, le gouvernement, ministre l'a dit tout à l'heure. Le gouvernement a suffisamment fait. Ouais. Le gouvernement doit continuer à faire. Il doit avoir ce lien entre les structures concernées, à savoir la fédération, le ministère. Sinon, le gouvernement peut être un peu général pour que les actions soient coordonnées. Si vous regardez la ligne, toute la ligne de la campagne, vous verrez qu'il n'y a pas eu trop de remous. Il n'y a pas eu de grincement dedans. Même si ça se passe dans les coulisses, on n'en a pas suffisamment eu. On a l'impression que ça a travaillé dans une cohésion. On a l'impression qu'on a regardé un tout petit peu dans la même direction. C'est de ça qu'il s'agit. Les défis à relever, c'est que le gouvernement continue dans sa lancée en continuant à faire confiance aux hommes qui sont là et continuer à implémenter les essais à tout niveau. Et ensuite, qu'on essaye de suivre de très près nos joueurs. Vous savez, un footballeur, c'est un tout. Hein. Ça peut capoter à tout moment. Une blessure peut sortir de nulle part parce qu'on s'est mal comporté sur le plan alimentaire. Oui, parce qu'on s'est mal comporté sur le plan alimentaire. Une méforme peut arriver des suites d'un problème de famille à tout moment. Donc, tout ça, c'est à suivre de très près. Il faut que nos joueurs soient maîtrisés dans toute une équipe, à tous les niveaux, les psychologues, les préparateurs, à tous les niveaux. Je pense que le défi à relever, c'est la conservation du groupe actuel, quitte à suivre les joueurs pour qu'une méforme ne survienne pas à tout moment. Voilà. Un vide de l'équipe. Et puis, une alimentation saine pour que les blessures qu'on peut éviter n'arrivent pas. Très bien. Oui, Arnaud Akako, l'enjeu c'est la CAN. La CAN, oui, mais vous savez, chaque joueur, aujourd'hui, je parle de l'équipe, de ceux que nous avons, des joueurs que nous avons dans notre vivier, ils ont aussi un travail à faire parce qu'il s'agit de vendre aussi leur image. Et donc, ils doivent comprendre, il y a un travail de façon individuelle qui doit se faire au niveau de chaque joueur. Naturellement, vous n'y pensez pas? Forcément, que chaque joueur, vous savez, il faut avoir, c'est pour ça qu'on parle de plan de carrière. Vous devez avoir un plan de carrière et suivre. Lorsque vous prenez un joueur qui envisage jouer une CAN, il y a certains, ils ne vont pas dans certains clubs. Parce que lorsque tu vas dans un club où c'est pour aller cirer le banc, tu ne seras plus en forme pour aller jouer une compétition parce que la sélection, on dit souvent que c'est la forme du moment. Alors, si tu vas dans un club où tu ne joues pas, tu cires le banc, forcément tu ne seras plus en forme. La preuve, avec la dernière actualité sur les derniers matchs des Guépards, il y a un joueur qui était très bon, qui a fait une chevauchée spectaculaire contre, je crois que c'était contre le Nigeria. Le Nigeria. Avec, il a été flashé quasiment à plus de 60 à l'heure. Aujourd'hui, il n'a plus de club. Appelons les choses par le nom. Il s'agit vous voulez parler de Sourd? Jodel Dossou. Qui est en 4e division aujourd'hui. Il a des clubs aujourd'hui. Non, qui est en 4e division aujourd'hui. Il a un club aujourd'hui. J'ai dit qu'il est en 4e division aujourd'hui. À un moment donné, lui qui était chouchouté par le plus béninois, on a commencé à dire, écoutez, il n'a pas de club, il ne joue pas, et donc forcément, ça déteint sur ses prestations. Mais on l'a d'ailleurs vu contre le Nigeria. Lui-même, il a initié un dribble, il n'a pas pu finir. Le football, en fait, c'est le physique, surtout quand on est technique. Pour exécuter un geste technique, il faut être physiquement pour. Il faut en avoir dans le mollet. Voilà, il faut en avoir dans le mollet. Oui. D'accord, donc, et pour revenir aux joueurs, dans leur choix, ils doivent pouvoir aller dans des équipes où ils ont cette chance-là de pouvoir jouer, être compétitifs. Et donc, individuellement, oui, ils n'ont pas le choix, mais il va falloir qu'ils soient dans leur choix, être cohérents pour aller vers des équipes où ils doivent être compétitifs pour pouvoir maintenir. Pas le Sénégal, donc nos joueurs n'ont pas suffisamment n'ont pas suffisamment de propositions pour pouvoir choisir. Non. C'est des joueurs qui se cherchent. Vous avez à 2 jours, 3 jours de la fermeture du mercato, des joueurs qui n'ont pas encore où tomber. Donc,
les choix qui vont arriver, mais accepter qu'ils prennent les premiers choix parce que mais on est en train de... Ils n'ont pas d'occasion pour trier. On a dit ce qu'il faut faire. Donc un joueur, forcément, doit commencer par travailler sur ça. Maintenant, lui-même, individuellement, c'est vrai, on n'a pas des Ronaldinho chez nous, on n'a pas des Messi, on n'a plus des joueurs comme Razak Motoyosi qui peuvent, à eux tout seuls, faire des différences. Aujourd'hui, on a les... Comme Stéphane Sesseyon, on n'en a pas encore. On travaille. Et donc, c'est pour dire que ces joueurs qu'on a là, il faudrait qu'ils travaillent. Il faudrait qu'ils continuent de jouer. Il va falloir qu'ils, comme je le disais tantôt, fassent des choix de carrière assez cohérents, conséquents, pour être toujours compétitifs, pour que en décembre 2025, puisque ça va se jouer en décembre 2025, ou déjà en octobre 2025, qu'ils soient déjà dans la shortlist de Geno 3, qui je l'estime, sera toujours là parce que c'est aussi ça, là où je voudrais en venir. Pour que nous allions à cette canne-là, il faut que le staff technique qui soit là, qu'on ne le change pas à la dernière minute. Parce que lorsqu'on va changer un staff technique à la dernière minute, ça va changer tout ce qui était là. Les certitudes ne sont plus des certitudes. Et donc, il va falloir que le nouveau, qu'on va commencer par dire, il faut que je commence par découvrir l'équipe. Et là, ce sera un chaos. Nos joueurs doivent aussi nourrir des rêves. Anoua parlait d'un plan de carrière. Prosper parlait de gérer la gestion de la famille, le plan de psychologue. L'État ne peut pas prendre des rôles qui ne lui reviennent pas. Chaque joueur doit définir ses objectifs. Hier, la CAF a rendu public la shortlist des 5 finalistes pour être ballon d'or africain. Ces rêves doivent préoccuper nos joueurs. Et ils doivent savoir que nous avions, j'ai une CAN à jouer en décembre 2025. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel choix je peux faire pour ma carrière pour être compétitif en décembre? Déjà, il y a un mercato d'hiver qui s'ouvre en décembre. Est-ce que si je quitte mon club, pour signer notre contrat en janvier, est-ce que j'ai l'assurance de pouvoir jouer dans ce club? Il faut poser... Voilà. Surtout, c'est ça qu'il s'agit. Il faut poser ces questions parce que l'exemple que vous évoquez tout à l'heure, Jodel Dossou, il formait un trident offensif avec Jim Alevina, le Gabonais, et Bayo, le Guinéen. Ils étaient les trois et ils étaient à Clermont. Il a fallu qu'ils signent à Sochaux-Montbéliard où la DNCG a rétrogradé Sochaux et nous avons vu que Jodel ne s'est plus retrouvé. Voilà. Donc, forcément, ce problème, forcément, n'est pas imputable à Jodel. C'est le club qui vit une situation et il n'a pas su se relever. Donc, ce qui est important ici, c'est que chaque joueur puisse définir ses objectifs et pour pouvoir opérer les choix judicieux pour être compétitif en décembre 2025. Alors, c'est au niveau des joueurs, sujet que je veux aborder. Oui. Je ne refuse pas l'écriture, la rédaction d'un plan de carrière. Moi, je ne refuse pas. Mais nous ne devons pas oublier notre pays. Qu'on me donne 5 joueurs du Bénin qui, au cours d'un marché de transfert, 5 joueurs qui ont eu des propositions de club et qui doivent choisir un ou deux. Il n'y en a pas. Nos joueurs se cherchent. C'est malheureusement l'histoire de notre pays qui n'offre pas cette occasion encore. Quand vous prenez les jeunes Sénégalais, à peine sortis de leur centre de formation, vous les voyez en D2. Vous les voyez même parfois rapidement en première division. Ce n'est pas cette chance-là qui s'offre encore. Oui, c'est parce que l'implication, nous sommes en train de venir. Oui. Ça, je reconnais, nous sommes en train de venir parce que la formation a commencé à prendre. De plus en plus, nos joueurs sont en train d'être désirés. On voit le championnat qui prend un peu de forme et d'allure, tout ça c'est bien. Mais nos joueurs pour le moment, je suis convaincu qu'ils ont envie d'avoir un plan de carrière. Mais nous avons un nom qui ne nous offre pas encore cette chance. Parce que les propositions... Parce que Steve Mounier lesquels Steve Mounier en quittant... Non, allons-y. Steve Mounier en quittant Brest qualifié pour la Ligue des Champions.
Et il s'est retrouvé à Augsburg en Allemagne. Donnez-moi les chances qui s'étaient, donnez-moi les clubs qui se proposaient à Steve Mounier. Il pouvait partir en Turquie. Il y avait la même en Arabie Saoudite. Il y avait la Turquie et il y avait l'Allemagne à côté. Vous voulez qu'un joueur bout de la Bundesliga pour aller jouer en Turquie. Ah bon? Il fait le choix. Il fait le choix. Non. Il fait. Attendez. Il fait le choix. Ce n'est pas parce que je vais en Bundesliga. Attendez. Il fait le choix. Je pouvais aller. Non, attendez. Il n'est pas allé au Bayern de Munich. Il est allé dans un club. Il est allé dans un club qui a terminé 11e. Il est allé dans un club qui a terminé 11e parce que le joueur avait l'espoir d'avoir du temps de jeu. Il n'est pas allé dans un top club. Il est allé dans un club moyen parce qu'il voulait avoir du temps de jeu. Donc, c'est vous dire que quand vous êtes un joueur béninois, vous n'avez pas beaucoup d'options. Vous n'en avez pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, le problème qui se pose, c'est que nous sommes en train de venir. Voilà par exemple des joueurs qui ne sont pas nés au Bénin, qui n'ont pas grandi au Bénin, les Steve Mounier. Pourtant, l'option de choix multiple ne s'offre pas. Donc, nous sommes en train de venir avec la formation qui se fait, avec des jeunes. Quand vous prenez par exemple, c'est un peu osé, mais les petits projets qui arrivent, la participation du Bénin aux compétitions, comme par exemple les compétitions scolaires et tout, c'est la preuve maintenant d'expression de talent, d'expression pour que nos joueurs puissent accrocher les autres centres de formation pour aller faire la post-formation. Ce qui se fait actuellement, si vous dites, je suis joueur, je viens du Bénin, je vous assure, comparé au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous avez moins de choix. Vous avez moins de choix à faire et donc vous êtes parfois obligé de choisir le choix qui s'impose à vous. Akako et Iris ne sont pas d'accord avec vous. Nous allons écouter d'abord, c'est leur droit, bien sûr. Nous allons écouter. C'était sur le cas spécifique de Steve Mounier, au fait. Pour un joueur qui veut réellement être en jambes, à Brest, il était un taulier. D'accord, Brest, peut-être qu'il a vu Brest en allant en Ligue des Champions, il aura moins de chances. Le prix de discorde a été une revalorisation salariale. Oui, ce n'est pas que forcément cela. Ce n'est pas uniquement ça, la revalorisation salariale. Ce n'est pas seulement ça. Ça fait la discussion. Ça fait partie. Maintenant, je préfère, s'il faut aller à Augsbourg pour aller jouer le banc, je préfère aller en Turquie, dans un club de milieu de tableau, qui va me permettre d'être titulaire tous les week-ends, de jouer, parce que c'est ça, c'est la régularité. Lorsque je suis régulier, compétitif, ce sera encore plus facile pour lui de revenir, de rebondir dans ce championnat majeur que de rester dans un championnat à Augsbourg et sur parce que lorsque vous ne jouez pas régulièrement, vous perdez le talent, vous perdez la main, vous perdez les réflexes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que vous avez dit que dans les choix, peut-être que Steve Mounier, là où il est, je ne lui mets pas la potence et tout et tout. Non, pas du tout. Mais je dis qu'à des moments donnés, face à certains choix, on se dit, ben oui, Augsbourg, c'est un... lorsque j'avais suivi son discours, il dit, bon, je ne sais pas si c'était vraiment ce qu'il voulait dire, le fond de sa pensée, mais il voudrait découvrir un troisième grand championnat. Il est là-bas maintenant, il découvre. Voilà, ça fait partie des effets. J'espère qu'avec le temps, il va pourquoi pas se relancer, retrouver du temps de jeu, parce que c'est ça qu'il, lorsqu'il sera en forme, il sera en forme pour le Bénin. Et donc, notre souhait, c'est de le voir jouer régulièrement. Il peut aller en Turquie et rebondir. On a vu des joueurs qui sont repartis 6 mois après. On rebondit dans des clubs plus huppés. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Steve Mounier, il en est de même pour les autres joueurs, tous les autres joueurs. La trentaine. Oui, donc, aller en Turquie et rebondir, revenir encore dans un championnat majeur, il faut réfléchir à tout ça. Moi, je ne dis pas que c'est impossible, mais je reconnais, je continue de dire que le nom Bénin ne vend pas encore suffisamment. Et là, nos joueurs n'ont pas l'occasion de choisir. Et donc, dans ces conditions, parfois, vous pensez que vous avez la liberté. Nous allons juste écouter, oui, en une minute. Prosper a raison pour qu'on puisse évoluer. Que le nom Bénin ne vend pas. Parce que lorsqu'un recruteur européen vient et lorsqu'il a la possibilité de recruter un Sénégalais, un Malien ou un Béninois, le choix est vite fait. Il choisit le Sénégalais. Mais aujourd'hui, un travail de fond se fait. Oui, le projet FIFA qui est au nord
Et aujourd'hui, Il y a bien d'autres projets, même oui, avant le projet FIFA. obligation est faite aux clubs de l'élite aujourd'hui Oui. d'avoir des catégories, des clubs, des sélections des U17. Avec tout ce travail qui se fait, je pense que bientôt, dans 5 ans, dans 7 ans, on aura des joueurs qui vont passer cette année pour pouvoir étoffer l'équipe nationale. Parce que lorsque le joueur de 17 ans évolue et vient à l'équipe nationale, au moins on peut pouvoir identifier, nous reporters sportifs, que ce joueur a au moins 50 matchs, 60 matchs par saison. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, si vous prenez l'équipe de France, vous ne verrez aucun joueur dans l'équipe de France qui n'est passé par un centre de formation en France. Jamais. En fait, en réalité... Un joueur confirmé Oui. qui joue dans la sélection sans passer par un centre de formation, ça n'existe pas. Ce n'est qu'au Bénin que nos joueurs, avec les moyens de Je dis bord... rapidement, en 30 secondes. Oui, En s'il fait, vous plaît. Le nom Bénin n'est pas vraiment coté. Pourquoi? Parce que on n'a pas les standards européens. C'est simple que ça. Allez voir au Sénégal, Génération Foot, Djambaz, Jeanne d'Arc. Ce sont des clubs centres qui ont le standard français, qui est le standard suisse ou autre dans ces centres-là. Et donc, c'est plus facile. C'est plus facile. Je viens. En fait, est-ce que c'est pas cela qu'on est en train de travailler, au travail à venir non, là? ce n'est pas encore ça. Ça va venir pourquoi Génération Foot, c'est avec Metz. Les Messins viennent avec leurs techniciens. En fait, c'est ce que je veux dire. Ils viennent avec leurs techniciens installer leurs standards. Et lorsque vous installez vos standards quelque part, ça dit on sait que le joueur là, il est formé selon le standard messin. Et donc, forcément, quand il va là-bas, il entre dans le moule messin et c'est plus facile. Djambaz, en partenariat avec un club en France. Et donc, les joueurs, rapidement, les techniciens. Vous voulez dire qu'il n'y a pas Barça, ce schéma? Vous voulez dire qu'il n'y a pas ce schéma au Il n'y Bénin? en a pas encore. Il n'y en a pas. Barça a signé avec un centre du côté du Mali. J'ai oublié le nom. Récemment, ils l'ont fait il y a quasiment 3 semaines. Pour installer leur standard, les techniciens viendront pour installer leur schéma de formation. Et quand c'est comme ça, le joueur, quand il sort, il fait 3 ans dans ce centre-là, mais même 2, Barça sait que le joueur là, il a déjà les BABA. Les prérequis. C'est-à-dire là-bas, là, on ne fait pas là-bas, on va le dire. Et donc, quand on va commencer par installer ces standards au Bénin, donc, rapidement, facilement, nos joueurs vont trouver des points de chute. Et puis, on va dire le Bénin, on va le après, je vais finir 10 secondes. Oui, c'est pour dire aussi que, quand on dit Djedji Okocha, tout le monde sait que c'est le Nigeria. Victor Kweba, Amokachi. Donc, quand vous voyez Sadio, il a été formé où? C'est le Sénégal. Donc, quand on dit Sénégal, on dit ah, c'est le pays de Sadio. Ah, donc, il doit être bon plus que le Béninois. Et donc, c'est ce qui fait également nous allons y arriver voilà. et nous allons chacun à notre niveau, que ce soit joueurs, parents, reporters sportifs, communicateurs, tout gouvernement, nous avons à travailler à ce que le nom du Bénin soit véritablement vendu. Et nous y sommes. Et c'est là, d'ailleurs, ça fait partie des enjeux, puisque nous avons la chance d'aller à la CAN. Les enjeux, oui, les joueurs ont leur travail à faire, mais du côté du staff technique et du gouvernement, est-ce que il y aura pas un travail de fond à faire? Est-ce qu'il faut se fier aux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se dérouler en 2025, mars, avril ou septembre? Est-ce qu'il faut se fier à ça ou véritablement faire un autre plan, un plan de préparation? Non, pas qu'à ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé de tout un ensemble de suivi, tout un programme à concocter pour que les joueurs soient aux petits soins jusqu'à ce qu'on ne puisse se retrouver en une sélection. Le Bénin a opté pour un changement ces derniers temps. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup comme les autres pays. Lors des fenêtres FIFA, vous regardez les autres nations qui peuvent même aller disputer des matchs amicaux avec les U17, avec les U20, juste pour que ces jeunes puissent commencer par développer des esprits de compétition. Donc, chez nous ici, on n'a pas encore ces réflexes-là, mais ça vient parce que le fait déjà d'offrir une semaine de préparation ou de camp à des groupes, ça peut changer quelque chose. Moussa l'a fait il n'y a pas longtemps du côté de Ouida avec les locaux.
on a eu à faire des regroupements comme ça avec des U23 à tel ou tel endroit, c'est déjà ça. Il faut commencer parce que c'est difficile de regrouper les joueurs qui ne sont pas au pays. Les joueurs qui sont en contrat avec leur club, vous ne pouvez pas les déplacer à votre goût. C'est un autre problème. Donc déjà, mais chez nous ici, au plan local, entre deux parties de saison, des regroupements peuvent être organisés à des occasions où c'est peut-être une journée FIFA ou une journée, je ne sais pas, où il y a une petite pause. Vous pouvez regrouper les joueurs qui sont au plan local déjà pour des matchs amicaux, pour des tests, pour des essais à tous les niveaux. Ça permettrait de savoir quel est le niveau. Si nous disions tout à l'heure que c'est la forme du moment, vous ne pouvez pas détecter une forme du moment parce que le joueur a fait hier un bon match de championnat, parce que le joueur a fait il y a une semaine un très bon match de championnat, parce qu'il a marqué 5 buts dans un match. Non, c'est parce que vous l'avez suivi sur la période et vous avez vu qu'il a été constant. Pour tester la constance, ça passe par régulièrement le travail. Nous ne pouvons pas déplacer nos joueurs qui sont dans les clubs du côté de l'Europe ou hors du territoire, mais nous pouvons tout au moins organiser des camps de travail à l'interne ici et ça nécessite des moyens. Là, le gouvernement est sollicité, là, la fédération est sollicitée et le gouvernement sait que si on veut devenir grand, on doit investir. Et ils font déjà bien leur travail. Le ministère joue déjà son grand rôle, ça je reconnais. Mais il faut davantage intensifier ce programme de regroupement de temps en temps, non seulement pour permettre aux joueurs d'être ensemble, parce que les locaux, de plus en plus, lorsqu'ils jouent ensemble, ils développent des automatismes, ils développent des familiarités où sur le terrain, c'est facile de jouer ensemble. Ça aussi, donc si nous devons déjà commencer par réfléchir, il faut commencer par travailler à l'interne, où déjà on peut avoir un œil sur les locaux qui peuvent à tout moment être sollicités pour étoffer le groupe, pour venir en aide à un moment donné. Et tout ça, c'est à faire sur la durée. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Il faut préparer tout un ensemble dans la durée. Les locaux, on a cette chance-là de les avoir comme on veut. Un week-end, 2 jours, 3 jours. Il faut avoir une base de données. Une base élargie de données où on sait que si à un moment venu, tel n'est pas en forme, voilà, telle personne sur qui on peut jeter le choix en attendant, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de base de données et que c'est parce que vous avez vu un joueur hier qui a fait un très bon match, vous avez vu un joueur il y a 2 jours qui a fait un très bon match, ça ne marchera pas. C'est la base de données et le suivi qui pourrait, voilà, la base de données, une base large de données et le suivi de cette base-là, ce n'est que ça qui va nous permettre d'avoir un vivier. Et le moment venu, on ne va pas se plaindre. Quand tel est absent pour faute de blessure, on appelle tel. Quand elle n'est pas disponible, on appelle tel. Ce n'est que ça. Donc, si on continue de dormir sur nos lauriers, on n'aura pas ce vivier-là, cette base de données-là, et nous aurons toujours des difficultés à progresser. Eris, parlant des enjeux, oui, il faut aller à la préparation. Et déjà, nous avons des journées qui viennent en janvier à partir de 2025 par rapport à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est déjà un moment propice pour préparer la CAN et peut-être essayer d'autres joueurs ou conserver le peu qu'on a tout en essayant de nouveau? C'est pas des progressions, il faut une autre programmation? Non, il ne faut pas une autre programmation. Déjà, les regroupements pour les sélections finissent ce mois. Les joueurs vont repartir dans le club et le Bénin joue en mars 2025 la Coupe du Monde, d'abord contre Zimbabwe et après nous accueillons l'Afrique du Sud. Espérons que déjà en temps que les travaux qui sont en cours pour ça, mais il y a aussi d'autres courants qui disent que Abidjan nous a apporté chance qu'il faut rester à Abidjan. Il faut rester à Abidjan. Les joueurs aussi, quand vous faites votre sondage, les joueurs aussi préfèrent rester. C'est pas un enjeu. Voilà. Voilà. Donc, il faut. Le foot, voilà. Il faut. Ça, c'est pas un enjeu. C'est un défi. Tous les pays jouent leur match chez eux. Nous devons jouer chez eux. Ça, c'est pas un enjeu. Ça, c'est un défi que nous devons relever incessamment. Le défi, d'abord, c'est comme l'a souligné Prosper, il faut suivre les joueurs dans les différents clubs, s'assurer qu'ils sont en train de jouer et prendre de leurs nouvelles. Et je sais que Guéret Rohr a un carnet d'adresses très fourni et il est en contact permanent
avec les autres coachs. Au match au Bogo, on aurait appris avec Match Bogo Oui, et autres pour... au match Bogo et Jafo, Jafo, ils ont un rôle un peu... Ça, c'est un comité qui est fait pour aller dénicher des binationaux. Ça a été clair. Leur démission, c'est clair. Voilà, donc il faut aussi guetter les fenêtres FIFA pour pouvoir jouer les matchs, appeler d'autres joueurs qui s'annoncent, expérimenter d'autres schémas tactiques, parce que jusque-là, le Bénin joue avec 3 milieux défensifs et on compte sur la faveur de Junior Olaitan qui va dans un slalom retrouver Steve Mounier. Il faut donner aussi du temps de jeu à Andreas Rotondi qui joue du côté de Burnley en championship, de jouer, de voir, d'aligner Tosi Ayegun, donc d'essayer d'autres schémas de jeu. Après, il faut revitaliser notre championnat. Notre championnat qui est en cours, aller jusqu'à la fin, préparer les locaux, organiser des rencontres périodiques avec ces locaux, livrer des matchs et on aura dans ce groupe des joueurs qui peuvent valablement prétendre étoffer la sélection A. Oui, je vais peut-être vous surprendre. Parce que, en fait, on n'a plus assez de temps. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le système est tel que les matchs, les journées FIFA sont des journées de compétition. On va préparer la Coupe du Monde. Malheureusement, Guénotro s'est fixé lui-même comme objectif amener le Bénin à la Coupe du Monde. Et c'est ça qui va faire notre problème. Sinon, il allait prendre... Pourquoi ça va faire notre problème? Non, je dis, parce qu'en fait, lorsque vous êtes... En tant qu'entraîneur, il projette aller à la Coupe du Monde. Justement, c'est ce que je dis au fait. Parce qu'il projette aller à la Coupe du Monde, il va concevoir une équipe pour gagner. Et donc, il ne va pas concevoir une équipe pour préparer l'avenir et surtout la CAN. Vous comprenez ce que non, je vais vous expliquer. Rhys a commencé par le dire tout à l'heure. Pourquoi on aligne un milieu à 3 avec 3 milieux défensifs? Pour ne pas perdre des ballons, pour que conserver, pour que la défense n'ait pas de problème. Ça ne permet pas d'avoir des projections, d'animer le jeu. Ça ne permet pas d'essayer. Et c'est justement pour ça que vous avez le jeune gaucher qui a quitté la France. Andreas? Non, pas Andreas, gaucher. Comment s'appelle le jeune Arlenvi. Arlenvi, Matteo. Matteo ne joue plus dans ce milieu de terrain parce que c'est un milieu offensif. C'est un milieu offensif technique. Et donc, si on le mettait, c'est que les 3 défensifs, l'un d'eux ne va plus jouer. Et donc, on va plus essayer de ceinturer ce milieu de terrain. Alors qu'il faut permettre à ce jeune-là de jouer de temps en temps, permettre à Romaric, à Moussou, qui est un milieu technique, de jouer de temps en temps. Et donc, c'est normalement, si on disait, bon, écoutez, notre objectif Coupe du Monde, bon, on le met de côté, c'est moi, mais je l'ai dit, c'est vrai. Bon, maintenant, mettons-le de côté, préparons la CAN avec ces journées-là, parce qu'on sait que bon, c'est un peu difficile. Si on prend le temps de préparer la CAN, on joue librement. Quand on joue librement, on prépare, on commence par essayer. Vous allez voir que, bon, avant d'aller à la CAN, il va prendre ces 3-4 journées qui restent là pour essayer des choix, pour mettre des tactiques en place, aller faire du 3-4-2, 3-2-3, du 4-2-3-1, aller faire du 4-4-2 avec d'autres joueurs pour vraiment trouver une équipe pour aller à cette CAN 2020. C'est parce que, en fait, on n'a plus assez de temps. Hein. Vraiment. Donc, ces journées-là qui viennent pour les matchs de Coupe du Monde peuvent lui permettre d'aller essayer d'autres joueurs et ne pas rester sur cette certitude. Sinon, s'il dit on va à la Coupe du Monde, il va rester sur cette certitude, mettre Dodo et Imouran, sauf en cas de blessure ou bien de carton. Il ne va pas changer. Et là, on va voir les mêmes joueurs sans expérimenter d'autres systèmes. Est-ce que vous partagez, là c'est une lecture des commentaires et autres, est-ce que vous partagez l'avis des uns des autres qui pensent que le Guénot Aurore a de la peine ou est lent dans le mouvement, la façon de changer les joueurs sur le terrain, les changer pour donner un peu du souffle à l'équipe. Les faits donnent raison à ceux qui pensent qu'ils jouent comme ça, qu'ils fonctionnent comme ça. Vous savez, seulement que... Les changements, les mutations sont très lentes, ce qui fait que ça pèse sur certains joueurs. Il est limité des fois. C'est vrai, on a une équipe avec beaucoup de joueurs sur le banc, mais des fois, vous êtes limité. Lorsque vous prenez le match d'hier, par exemple, où Tosin Ayegun était dans son match.
le capitaine Steve Mounier fait son match. Junior Laitan aussi, jusqu'à un certain moment, faisait son match. Sauf qu'après l'heure de jeu, bon, il n'était seulement là que pour faire des touches. Il se dit, bon, quand vous avez des joueurs aussi quand même, qui ont quand même un bagage un peu plus au-dessus des autres, on se dit, bon, il va toujours faire quelque chose. Il va toujours faire quelque chose. Est-ce que c'est le moment de le sortir? Peut-être qu'à la dernière minute, il va toujours sortir quelque chose pour changer le cours du jeu. Bon, j'attends un peu. C'est justement pour ça que, bon, c'est toujours difficile lorsqu'on n'est pas dans le feu de l'action de dire que, bon, il n'a pas changé. Bon, il devrait faire Il a fait contre le Nigeria. Lorsque le Nigeria a identifié son attaque en passant à 5 attaquants, il a pensé qu'il faut mettre maintenant une défense à 3 en emmenant Adileou. Qu'est-ce que ça change? Ça a apporté? Ça a apporté de la débandade. Et justement, quelques minutes après, il y a eu le but. C'est aussi ça. Donc, c'est dit, mais maintenant, je vais encore changer pour changer, et puis ça va. Et donc, si on n'est pas à la place, dans le feu de l'action, c'est compliqué de dire que, bon, il n'a pas fait, il est là. C'est compliqué. C'est compliqué. Iris, ça va. Mais quand on est entraîneur, et surtout quand on est sélectionneur national, il faut changer de schéma et il faut donner la chance à d'autres joueurs de prouver. Parce qu'il y a des jeunes sur le banc qui veulent prouver. Et chaque fois quand la caméra est projetée sur eux, on sent qu'ils ont... Justement, avant ce match, on avait peur, parce qu'il avait toujours le choix, quand je prends l'axe défensif, entre Olivier Verdon et Cédric. Les deux n'étaient pas opérationnels. Mais on a vu Mohamed Tidjani qui a confirmé, on a vu Yohan Roche. Si, je parie, si Olivier Verdon était toujours opérationnel, s'il était là, Yohan Roche n'allait pas jouer. Et on a vu Yohan Roche jouer contre le Nigeria. Et il avait joué latéral gauche, je pense. Et il a confirmé. Même depuis Dussier, il jouait latéral oui, gauche. Donc il faut de temps en temps oser mettre la lumière sur d'autres joueurs, sur d'autres jeunes, pour qu'ils puissent révéler ce qu'ils ont dans les jambes. Je ne connais pas les compétences managériales de Arnaud et de Iris. Mais je sais une chose, un entraîneur, un changement, c'est un risque. Vous pouvez changer, ça va payer. Comme vous pouvez changer, ça ne va pas payer. Ça, je suis convaincu. Même si nous sortons du cadre du football, les changements ne sont pas toujours... Ce n'est pas un coup de génie. Vous faites ça, ça vous marche. Vous faites ça un autre jour, ça ne vous marche pas. Donc, un entraîneur qui est sur le banc d'une équipe, qui lit son match, qui connaît son effectif, il faut ajouter ça, qui connaît son effectif, qui connaît la capacité de ses joueurs, doit réfléchir par 2 fois avant de faire un changement. La preuve, lorsqu'on a mis Moïse Adileou dans le match du Nigeria, on a vu ce que ça a donné. Pourtant, il a sorti un milieu de terrain. Ça, ce sont des analyses qui nous reviennent, n'étant pas technicien. Il a sorti un milieu de terrain, il a mis un défenseur et ça n'a pas payé. Pourtant, lui voulait renforcer sa défense pour conserver son score. Et ça n'a pas donné. Donc, les changements sont des risques à prendre. Vous avez mis 11 joueurs titulaires et vous avez votre banc derrière. Vous pensez que vous avez mis... C'est une pression, hein? Vous pensez que vous avez mis... Oui, vous pensez que vous avez mis à la limite les meilleurs. Et donc, pour changer, il faut qu'il y ait un souci. Ceux qui sont sur le banc, qui font des grimaces, qui donnent l'impression d'être les meilleurs, vous allez les mettre dedans, vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitez. Vous constaterez souvent qu'il y a des entraîneurs qui attendent même parfois, vous avez l'impression qu'un joueur ne répond plus, il n'est plus au point, il est fatigué ou ci ou ça, mais l'entraîneur décide de ne pas le sortir sur un coup de tête, peut-être des réflexions. Il regarde derrière une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et ça réfléchit avec un court temps. Vous avez 1h30 pour faire beaucoup de choses. Donc, les changements, ceux qui pensent que non, il est lent dans les changements, c'est leur avis. Moi, j'ai l'impression que c'est un technicien qui connaît son travail, qui sait à quel moment il faut faire ces changements et qui connaît aussi son effectif. Est-ce que tel joueur, à la place de tel joueur, va me donner les mêmes résultats? Donc, ça réfléchit à tout moment, partout, et il faut savoir prendre son temps, il faut être patient dans ce qu'on veut faire pour ne pas, en voulant faire dormir un bébé, le réveiller davantage. Donc, il faut réfléchir. Un changement, c'est un risque. Moi, je ne trouve jamais que non. Pourquoi il ne fait pas changement? Le joueur là, sauf si un joueur est blessé. Si ce n'est pas blessé, si ce n'est pas une blessure, un joueur qui est sur le terrain, c'est son entraîneur qui est en mesure de savoir qui il est.
le public, nous sommes 12 millions de Béninois, nous sommes 12 millions d'entraîneurs. Tout le monde va dire, mais pourquoi il a tiré ce ballon en l'air et l'entraîneur le laisse encore dans le jeu? Mais il fait trop de frappes en l'air, il gâche trop de ballons. Mais l'entraîneur laisse. Ce n'est pas parce qu'un joueur gâche les ballons que l'entraîneur le sort. L'entraîneur le sort parce que l'entraîneur a l'assurance que celui qui va arriver va pouvoir donner plus. C'est son groupe. Donc, les commentaires sont logiques. C'est le point de vue de monsieur tout le monde. Il faut les accepter. Mais c'est un entraîneur qui est le patron de son groupe, qui sait ce qu'il faut faire, qui a peut-être été formé pour, qui maîtrise un peu les règles du jeu, qui sait comment ça va fonctionner. Sinon, vous allez faire des changements, vous vous pressez, vous faites vos changements, c'est fini, et vous avez une blessure. Oui. Vous faites vos changements, c'est fini, et vous constatez que vous avez sorti plus un renfort, et vous avez mis un rang faible. Ça vous met en difficulté. Très bien. Ça réfléchit beaucoup. Et il faut franchement prendre son temps pour coacher sur un banc. Sinon, tous les Béninois sont des entraîneurs, ça, rassurez-vous. L'objectif, ça fait d'ailleurs partie d'un de nos rêves, aller jouer la CAN. Les Béninois pourront désormais suivre leur équipe, leurs joueurs devant la télé depuis le Maroc, déjà à partir de décembre 2025. Alors, c'est là l'un des rêves. Alors, il faut projeter loin, il faut aller loin pour que cette équipe donne les meilleurs résultats possibles. Aller, même pourquoi pas, on en a entendu parler, c'est le rêve de certains, aller jusqu'à la demi-finale, dépasser les quarts de finale, comme ça a été le cas en 2010. Est-ce que là, nous sommes carrément dans les perspectives pour le Bénin? C'est vrai qu'on les avait abordés un peu, mais de façon beaucoup plus précise et concise. Les perspectives par rapport à cette équipe et par rapport à la CAN, la Coupe du Monde, pourquoi pas? Oui, lorsque vous visez loin, lorsque vous aspirez faire mieux que par le passé, il faut chercher loin. Le Bénin est déjà quart de finaliste en 2019. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas parce que on a été quart de finaliste qu'il faut dire il faut aller soulever le trophée. Mais pourquoi pas ne pas viser le trophée? Pourquoi ne pas chercher à aller en finale? Vous pensez-vous qu'on en a les moyens? C'est légitime. C'est légitime de viser. C'est légitime de viser la finale. D'accord. On a vu la Grèce en 2004. Ou 2000. 2004. C'est bien 2004. 2004. C'était contre le Portugal. Qu'ils ont joué et puis c'était en finale. Le Portugal, la Grèce, avec les Karagounis, cette équipe-là, ce n'était pas une équipe de génie. C'était une équipe moyenne. Oui, bien évidemment. C'était deux choses presque comparables. Une équipe moyenne qui a joué avec ses forces et qui est allée jusqu'en finale remporter ce trophée-là. On a vu l'équipe en 80 l'Euro, 92, oui, bien évidemment, c'était 92, avec le Danemark. Invité de dernière surprise. Ces Danois sont allés jusqu'en finale. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on nourrit des rêves, lorsqu'on travaille pour, lorsqu'on est sérieux par rapport à ce rêve-là, ça se réalise. Ça peut se réaliser. Le Bénin peut aller soulever le trophée, pourquoi pas. Maintenant, il ne faut pas le dire comme un mantra et penser que, voilà, on a dit, on a été 4 finalistes, on veut remporter la CAN 2025, et voilà, dormir. Il faut travailler. Travailler avec ses moyens, ses valeurs. Et on peut aller loin. On peut faire mieux. Le gouvernement s'engage à mettre les moyens qu'il faut. Pour travailler avec ses valeurs. Quand je dis ce n'est pas l'argent, mais travailler avec ses valeurs, ses qualités, les qualités que nous avons là. Si on ne commence pas à les exploiter pour asseoir une équipe compétitive avec nos valeurs intrinsèques, techniquement, on peut aller loin. Ça, on peut abattre l'équipe qui peut venir avec toutes les stars. En fait, c'est pas dans... Lorsque vous avez une équipe qui est techniquement au point, au-dessus de vous, vous jouez avec la motivation. Et c'est fini. Et le reste, ça va se faire. C'est passé face au Nigeria. Face au Nigeria. Ah oui, c'est ce qui s'est passé face au Nigeria. C'est ce qui s'est passé face au Maroc. On a joué avec nos valeurs. Ouais. Les Marocains, techniquement, ils sont au-dessus de nous. Financièrement, ils sont au-dessus de nous. Infrastructure. Sur tous les plans. Mais on avait joué avec la motivation. On avait joué avec le cœur. On avait joué avec une discipline tactique. On met en place ces deux choses-là. Et puis on y va. On continue nos valeurs et puis on est discipliné, ça passe. Merci. Et quand j'écoute Arnaud parler, j'entends un pasteur ou celui sur les forums, il me dit souvent, non Iris, tu es trop
le mot euphorique. Tu es très patriote, mais je le vois aujourd'hui dit que le Bénin peut remporter le trophée. C'est possible, mais il faut s'asseoir et regarder nos forces et regarder nos faiblesses. Aujourd'hui, le Bénin est classé 22e au classement des pays africains. 22e, cela dit donc, il y a 21 équipes qui nous dépassent. Quand vous regardez, le Bénin n'a jamais remporté encore une victoire à une phase finale de Coupe d'Afrique. Dans le match, le Bénin n'a pas encore remporté une victoire. Donc, le défi pour moi, d'abord, c'est qu'on puisse prier et tomber dans un bon groupe. Parce que tout part de là. Quand vous tombez sur un groupe où vous avez votre tête de groupe qui est abordable, vous pouvez prétendre sortir de ce groupe. Et après... Sortir du groupe, si c'est aller là-bas pour sortir, juste sortir du groupe. Non, attends. Nous allons laisser J'ai aujourd'hui le défi de pouvoir remporter une victoire dans un match à une phase finale de la CAN. On peut ne pas remporter et aller jusqu'à aller soulever le trophée. Oh, oui, c'est possible. Voilà. Parce que tu l'as dit, il faut compter sur nos valeurs. Mais ce que tu dis, le scénario que tu es en train de décrire, ça arrive une fois sur 100. Donc, il faut travailler sur les valeurs, travailler à gagner des matchs et le reste, avec le hasard du calendrier, le Bénin peut faire fort. Mais pour moi, le défi, c'est de passer l'étape des quarts de finale parce qu'il faut faire mieux que 2019 et demi-finaliste pour moi. Si on est en quart, sur des matchs coupérés, c'est qu'on peut aller remporter la coupe. Ça dit quoi? Parce que en fait, vous allez, en fait, c'est des matchs coupérés. Pourquoi pas? Vous savez, le football, c'est vrai qu'il y a plus fort, plus faible, mais parfois c'est imprévisible. Aucun Béninois ne peut miser une pièce sur l'équipe du Bénin en 2019 à l'étape des huitièmes de finale d'abord, avant qu'on aille parler de quart de finale. Et le match de quart de finale, nous avons été battus par le Sénégal 1-0. C'était un petit but. Donc, ça peut arriver que vous arrivez dans une compétition, encore que tous les joueurs qui arrivent dans une compétition arrivent avec un mental concurrent. Tout le monde veut montrer tout son savoir-faire. Aucun joueur ne peut se présenter sur le terrain avec l'envie d'être dribblé par ses adversaires à tout moment. Donc tout le monde vient avec un esprit concurrent. Le reste appartient au football et à la pelouse. Ça veut dire, le jour du match, vous avez le soleil qui s'est levé pour vous et quelque chose se passe. On a joué face au Maroc, le Maroc que nous connaissons, et on a tenu jusqu'à aller au niveau des tirs au but. Et on pouvait même gagner ce match parce que s'il n'y avait pas cette erreur de Jordan Adeoti, on ne va pas l'accuser, c'est un joueur, il est humain. Si cette nuit était son erreur, on pouvait estimer qu'on pouvait même gagner ce match face au Maroc. Donc, pourtant, on n'existait pas devant le Maroc en matière de qualité, en matière d'infrastructure, en matière de formation et tout. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous allons dire, j'ai entendu Iris dire, on n'a qu'à prier pour tomber dans un groupe. Vous n'aurez jamais un bon groupe à une canne. Parce qu'on fait les têtes, on fait les chapeaux. Il y a toujours quelqu'un dans votre groupe qui est 2 fois plus fort que vous, et ainsi de suite. Et le faible, vous ne savez pas comment il est venu, tout peut arriver. Le Cap-Vert nous a sorti une canne ici, incroyable, personne n'y croyait. Donc, vous pouvez venir dans une Coupe d'Afrique des Nations, et c'est votre jour, et vous faites des choses incroyables, vous-même, vous ne revenez pas. Donc, c'est pour dire... On a beau prier, on a beau appeler les dieux, ce qui va arriver. Mais ce qui est au moins évident et faisable, c'est que nous soyons en union de prière, nous parlons le même langage, que les acteurs ne soient pas divisés à la veille des compétitions majeures pour qu'on dise pourquoi tel n'est pas allé, pourquoi on n'a pas pris tel nombre dans tel camp. Nous, on est fâchés parce qu'il y a des petits soucis comme ça. C'est ça qu'il faut éviter. Tout le monde doit se mettre en union de prière derrière l'équipe pour dire, même si je ne suis pas au Maroc, même si je suppose je suis un supporter et que je n'ai pas été retenu dans le groupe pour aller au Maroc, même au Bénin, c'est mon pays, c'est ma patrie, j'ai mis mon cœur, je soutiens l'équipe jusqu'au bout. Je pense que ce n'est que cette solidarité, cette union, cette façon de voir les choses, où que nous soyons en étant béninois, ce n'est que ça qui peut nous porter vers l'euro. Et je pense qu'il n'y a pas à dire, si nous croisons le Maroc va nous battre. Si nous croisons la Côte d'Ivoire va nous faire tomber. Si nous croisons le Cameroun, tout peut nous arriver. On peut gagner comme on peut perdre. C'est le jour parfois
ou le terrain qui commande parfois la suite d'un match de football. On est très heureux de voir aujourd'hui sur les plateaux d'autres télévisions, chaînes de télévision à l'international, qu'on fait des commentaires sur l'équipe béninoise aujourd'hui, de très bons commentaires, des joueurs qui sont appréciés avec cette montée progressive. Voilà, il faut le reconnaître. Mais nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous remercions le service des programmes qui nous a accordé encore 30 minutes. Sinon, nous devions terminer 52 minutes après. Nous avons donc moins d'une dizaine de minutes pour clôturer. Mais je voudrais avoir votre avis par rapport à ce qui s'est passé, les agressions qu'il y a eu à Tripoli juste après le match des jets de projectiles. Des projectiles qui sont lancés et même des joueurs et le staff technique qui ont été agressés par des supporters et même certains agents de police, Iris. Je pense que c'est des actes qu'il faut décourager. On a vu les vidéos tourner des joueurs qui ont fait l'objet d'agressions par des projectiles. Ces hooligans n'ont plus leur place dans nos stades. Malgré l'enjeu, le football reste un jeu où il y a un gagnant et il y a un perdant. Et quand vous regardez le stade de Tripoli, vous verrez que les supporters étaient vraiment surexcités. Où ils prennent des lasers, où ils projettent. C'est le peuple du Maghreb, on le sait. La CAF, avant ce match, les spécialistes disaient que ce match serait vraiment difficile. Avec l'allure des choses et surtout l'enjeu de ce match où ils doivent impérativement gagner, qu'il faut forcément renforcer la sécurité. Et nous avons vu que c'est même la sécurité, c'est même des policiers libyens qui ont porté la main sur le sélectionneur national. C'est le Bénin, la Fédération béninoise de football, par le truchement du secrétaire de la Fédération, M. Paki, ils doivent déposer une plainte avec la bénédiction du président de Chacus. Ils doivent déposer une plainte en bonne et due forme. Avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui, et on ne doit plus jouer sur ce stade-là. Les matchs à domicile doivent être délocalisés et joués dans un pays. Iris qui ne veut pas partir. Nous, avant d'en arriver à vous, s'il vous plaît, Prosper. À siffler l'hymne national d'un pays. Je suis d'accord avec vous, mais... pardon. Il faut déplorer ces actes-là déjà, puisque, comme l'a dit Iris, c'est vrai, il y a un enjeu, la qualification. Lorsque vous êtes qualifié, c'est votre nation qui est vue. Il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup de choses derrière. Maintenant, lorsqu'on en arrive à ces images-là, c'est déplorable. Surtout que la Libye, sur ce coup-là, un match avant ou 2 matchs avant, était déjà dans le viseur de la CAF. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ces actes-là soient posés. Parce qu'au demeurant, les joueurs, c'est vrai, ils sont venus pour un match. Ils peuvent se retrouver dans un club. On est tous africains. En plus, on est tous des humains. Et si on en arrive à se porter des coups pour un match que vous avez... Ce n'est pas le jour où, comme on le dit en fond, quoi. Un bon match, c'est qu'ils ont très bien joué. Et bien, vous avez perdu. Ce n'est même pas que... Imaginez que c'était les Libyens qui avaient même inscrit ce but-là, refusé. Puisqu'il y avait eu 1 ou 2 buts. En tout cas, on a vu des actions. Imaginez. Le but aussi, on a enlevé le ballon. Astucieusement, ça se fait. On a vu ça par le passé. Imaginez que si c'était dans le sens inverse, ce qui allait se passer. Et donc, c'est un peu dommage. Là où je voudrais en venir, c'est peut-être une recommandation, peut-être lorsque les dirigeants de la CAF vont commencer par nous suivre, il faut que désormais, les derniers matchs, ou ces matchs en jeu, directs comme ça, qu'on mette tout au moins la VAR, même si ce sont des éliminatoires, qu'on mette la VAR pour que certaines scènes soient évitées. Imaginez que sur ce match-là, parce qu'aujourd'hui, avec la VAR, on a constaté qu'il y a moins d'injustice. Je n'ai dit qu'il n'y en a plus, mais il y a moins d'injustice. Moi, je m'attendais à ce qu'on aille à la VAR. Oui, qu'on aille. Non, en fait, pour les éliminatoires, c'est pas autorisé parce que la CAF même a su que, en tout cas, la FIFA et la CAF même ont constaté qu'il y a toujours ces inégalités-là, surtout dans les pays du Sud où tous les pays ne sont pas homologués. Le Bénin d'ailleurs n'a pas un stade homologué. Donc, aller demander qui est la VAR sur ces terrains-là, c'est compliqué. D'accord, donc il va falloir qu'on commence par imposer sur ces derniers matchs-là pour qu'il y ait quand même
cette justice-là. Et donc, il faut appeler maintenant à ce que les dirigeants, les peuples sachent que le sport, au-delà de tout, même dans la vie en général, que nous mettons moins de passion, qu'on ne déborde pas. Oui, votre nation peut beau avoir donné tout, vous avez échoué. Il faut prendre ça sportivement. Le fair play domine en toutes choses. Prosper, alors on nous dit que la CAF a de la matière par rapport à... Oui, j'ai déjà vu que cette rencontre était très mal partie. Parce que 2 fois ou 3 fois, j'ai vu... je ne sais pas si ce sont des ramasseurs ou des petits garçons qui filaient sur le terrain en plein match. J'ai déjà vu que quelque chose ne tournait pas rond. Pourtant, il y en a qui même qui refusaient le ballon. Pourtant, la distance qui sépare le public du terrain était considérable. Donc, ça veut dire que la sécurité était préparée à ne pas réussir sa mission, en quelque sorte. Donc, il y avait eu déjà ces erreurs-là que j'ai constatées dans le match. Mais la Libye n'avait pas du tout aimé l'issue du match. La Libye voulait forcément se qualifier. Mais là, attention, la CAF devait vraiment se préparer à des scénarios dans des matchs comme ça pour savoir, pour anticiper en fait. Sinon, on ne peut pas, des choses comme ça ne peuvent pas se passer jusqu'à ce qu'on vienne dans le bus violenter des agents, des membres de l'autre équipe, c'est pas bien. On a vu des jeux de bouteilles d'eau, des trucs sur la tête des joueurs. Ce n'est pas normal. Ça ne ressemble pas à la qualité. On peut même à la limite prendre ces jets de bouteilles là. Oui, mais monter à bord du jusqu'à bus, matraquer, jusqu'à et ce sont des coups, ceux qui devraient assurer la sécurité. Qui sont impliqués, selon les informations, qui sont impliqués dans ces coups, ça fait un peu mal, ce n'est pas bien, c'est pas du tout une bonne image du continent africain. On va pas encourager des choses comme ça. Il faut que la CAF prenne ses responsabilités devant ces genres de choses pour que les pays qui continuent ces genres d'actes soient punis une fois pour toutes, afin que ça cesse. Et vous avez 20 minutes pour clôturer, dire dans votre mot de faire rapidement. 20 secondes plutôt. 20 secondes. 20 secondes, merci Arnaud. Oui, merci de nous avoir invités pour ce débat. Ce n'est qu'à travers les débats que nous allons construire notre pays et notre football surtout. On va pas rester loin de ce qui se passe, donc que les dirigeants comprennent que pour aller de l'avant, pour aller loin, pour grandir, il faut faire des choses en grand. Ils le font déjà, mais on dit souvent, tant qu'il reste à faire, on peut mieux faire. Je salue la prompte réaction du gouvernement du président Patrice Talon qui a affrété un avion spécial. Nous avions vu des joueurs écrits sur leur statut, priez pour nous, nous sommes en danger. Et nous avons vu qu'effectivement, le gouvernement a affrété un avion, ils sont revenus. Merci pour l'invitation. Le gouvernement a déjà plusieurs fois anticipé sur des choses comme avec ça. Prosper, avec Arnaud, il y a 4 ans, 6 ans, par le passé, j'allais me dire que je suis dans le studio de KPFM. Voilà. Merci Arnaud. C'est un plaisir de pouvoir participer à cette émission et nous sommes contents pour les Guépards, nous sommes contents pour le Bénin de goûter encore à une nouvelle fête, cette grande messe du football africain. Le meilleur, c'est de pouvoir souhaiter que le Bénin fasse mieux que par le passé et qu'on ne se cantonne pas à un cadre finaliste. L'interrogation, à la question des journalistes au chef de l'État, les Béninois ne sont pas qualifiés à la CAN et le chef de l'État, le président Patrice Talon, dit à la prochaine édition. Et voilà, nous y sommes. Cette prophétie qui s'est réalisée, le Bénin est donc à la CAN. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prosper Vonieko, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à KPFM, journaliste sportif, Iris Guéguin, rédacteur en chef au quotidien Kini Kini, journaliste sportif également, et Arnaud Akapo, également journaliste sportif. Merci mesdames et messieurs, nous espérons vous avoir fait plaisir. On y reviendra de toutes les façons, ce n'est que le début. Merci de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à suivre les programmes de ETV et sur l'ensemble de nos canaux digitaux.